Alors l'empathie, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme des mots, ça peut prendre la forme simplement d'une attitude, même silencieuse. Et l'empathie, c'est quoi ? J'aime bien cette représentation-là de Jacques Salomé de l'empathie, qui dit, voilà, on est 7 milliards sur la planète, et en fait, chacun, on vit sur notre colline. Alors la colline, c'est quoi ? C'est mes valeurs, mes croyances, mon éducation, mon histoire, mes pensées, mes émotions, mes perceptions. Tout ça, tout ça. Et si je suis Monsieur Vert, je vis sur ma colline verte, et si je suis Monsieur ou Madame Bleu, je vis sur ma colline bleue. Et dans ce pays des collines de Jacques Salomé, il y a aussi des fleurs dans les vallées normales. Des collines et des vallées. Et là, vous avez une fleur un petit peu particulière, parce qu'elle est rouge d'un côté et bleue de l'autre. Or, si je suis Monsieur Vert et que je regarde la fleur, je vais dire, la fleur, elle est bleue, sans aucun doute. Sauf que si je suis Monsieur Bleu, je vais dire, mais non, la fleur, elle est rouge. Et là, je peux commencer à discuter longtemps et à batailler, parce que je veux avoir raison. Je vais être dans la confrontation. L'empathie, ça va être quoi ? Ça va être de descendre de ma colline, d'aller voir sur la colline du voisin et de dire, ah, de ton point de vue, c'est ça qui se passe. En fait, de ton point de vue, là, tu es en train de vivre une très grosse colère, tu es frustré, tu es énervé, du coup, tu as envie de tout casser. C'est ça qui se passe à l'intérieur de toi. Nous, souvent, en tant qu'adultes, on dit, ouais, attends, c'est bon, t'es énervé, moi aussi, j'ai fait ma journée de boulot, donc tu vas te calmer, d'ailleurs, tu vas dans ta chambre. Il nous arrive de réagir comme ça. Ça ne fait pas baisser les émotions. Ça ne nous fait pas redescendre et ça ne nous fait pas reconnecter. Ça va, au contraire, aller générer ce que je vous ai dit tout à l'heure, des émotions toxiques, et ça va nous maintenir, en fait, dans cet état de déconnexion avec notre cortex. Au contraire, l'empathie, dans la plupart des cas, je n'ai pas dit toujours, va nous permettre de pouvoir apaiser la situation. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, dans la vie, qu'il y ait des gens empathiques avec vous, et en tout cas, je vous le souhaite. Parce que quand quelqu'un reconnaît comme ça, ah, t'es vraiment en colère là, ah, t'as passé une journée toute nulle, ouais, tu te sens pas bien là. Ah ouais, ah déjà, ça fait un petit peu du bien. Parce que je me sens reconnue, et puis je me sens respectée. Et presque, je me sens aimée comme je suis. C'est quand même formidable. Et le fait d'avoir ces émotions-là, ce ressenti-là, ça va faire que, ah, ouais, déjà, ça va un petit peu mieux. C'est pas encore gagné, hein, mais déjà, ça fait redescendre la pression. Donc l'empathie, c'est ça, c'est vraiment cet accueil de l'émotion, cet accueil de l'autre dans ce qu'il est en train de vivre, sans jugement, sans dire « Ah, mais dis donc, ça suffit toi, hein, t'es toujours en colère, vraiment, c'est vraiment très agaçant. » Ça, c'est un jugement. Sans lui donner des conseils. « Non, mais tu sais ce que tu devrais faire, écoute, va t'asseoir, là, tu verras, après ça ira beaucoup mieux. » Non, pas de jugement, pas de conseils. Souvent, en tant qu'accompagnant des enfants ou en tant que parent, on pose des questions aussi. « Mais pourquoi tu te sens comme ça ? Oh, ben, qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri ?» Rappelez-vous, quand je vis une émotion forte, je suis déconnectée. Donc, ma partie pour réfléchir, là, elle n'est pas disponible pour le moment. Donc, il va d'abord falloir que je me calme émotionnellement pour pouvoir à nouveau réfléchir. Et d'ailleurs, même nous, adultes, pourquoi tu es énervé ? Des fois, je ne sais même pas pourquoi je suis énervée. Donc, poser la question aux enfants, surtout quand ils sont petits, ils ne vont pas vous répondre parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et deux, de toute façon, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cet état-là, puisqu'ils sont terrassés par l'émotion. Donc l'empathie, aller voir ce qui se passe pour l'autre, être à l'écoute, parfois ça passe par les mots. Et ce qui est intéressant avec le fait de mettre des mots sur l'émotion, c'est que, rappelez-vous le cerveau tout à l'heure, dans la partie du haut, là, dans le cortex, où j'ai les connaissances, les résolutions de problèmes, toute cette pensée réfléchie, j'ai aussi le langage. Et finalement, mettre des mots sur les émotions, au sens propre, ça fait poser des mots sur les émotions. Vous vous rappelez, cerveau limbique, les émotions, hop, je pose des mots dessus. Et en posant des mots dessus, je vais permettre à ce que la connexion se fasse à nouveau
entre le cerveau reptilien, limbique et le cortex. Donc le fait de mettre des mots comme ça, hop, ça va permettre de poser. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile. Avec un enfant qui est en train de vivre une furie, c'est compliqué de mettre des mots. Et encore une fois, comme c'est un apprentissage, plus de fois je vais me mettre en empathie avec lui, et plus il va pouvoir reconnecter son cerveau et apprendre à le faire. L'empathie, parfois, ça passe aussi simplement par un geste. Ça passe simplement par une écoute qui peut être silencieuse, mais juste de montrer que je suis là. Je t'accueille comme tu es avec ton émotion et c'est OK pour moi. Ça peut passer par le regard, ça peut passer par un câlin. Ça peut passer aussi par la possibilité, offrir à l'enfant la possibilité de se restaurer émotionnellement parlant. Donc de revenir à un état de calme émotionnel. On va voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Alors, je vous ai mis aussi cet élément de compréhension qui me paraît vraiment important. Comprendre le cerveau des enfants, c'est aussi comprendre qu'il y a vraiment des spécificités dans leur fonctionnement émotionnel, dans leur fonctionnement psychique et dans leur construction. Vous avez à l'entrée à la librairie, notamment les livres d'Isabelle Fioza, qui explique très très bien cette évolution-là psychique émotionnelle. Par exemple, l'agressivité chez les enfants de 3 ans, c'est juste quelque chose de normal. De même que les mensonges vers l'âge de 5-6 ans, 4, 5, 6 ans, ce sont aussi des choses normales. À cet âge-là, l'enfant est comme, il s'imagine qu'il est un magicien. Il s'imagine que juste en pensant quelque chose de très fort ou en le disant, par exemple en disant « oui, j'ai un chien », eh ben, il s'imagine que sa parole va être tellement forte que ça va se faire. Donc s'il vous soutient mordicus qu'il a un chien alors que vous savez pertinemment qu'il n'en a pas, il n'est pas en train de vous mentir. Alors certes, vu de l'extérieur, il est en train de nous mentir. Il est en train juste de lui, il le pense, hein, il croit ce qu'il dit en fait. Et il pense qu'en exprimant comme ça cette chose avec force, elle va se réaliser. Parce que vers 4 ans, il commence à comprendre qu'il y a des interactions, qu'il y a des relations, qu'il se passe des choses, en fait, que son comportement a des conséquences. Et donc s'il se dit « oui, j'ai un chien », peut-être qu'au fait, au bout d'un moment, il va avoir un chien. Bon, ça, c'est dans la construction du cerveau des petits. Nous, en tant qu'adultes, on se dit « oh là là, celui-là, c'est un petit menteur ». Non, il est juste en train de tester là où il en est avec ses compétences, y compris ses compétences imaginaires. Ou peut-être que ça marche, hein, je ne sais pas. L'empathie, alors souvent on me dit bah oui, t'es bien gentil avec l'empathie, mais l'empathie c'est hyper difficile. Parce que l'empathie, pour pouvoir se mettre en empathie avec les enfants, ça dépend de notre état à nous. Et nous, on n'est pas toujours en état de faire de l'empathie. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on n'est pas patient, il y a des moments où on a envie de tout envoyer balader. Et dans ces moments-là, il est hors de question de nous demander d'être empathique. Et c'est normal. On est des êtres humains, nous sommes faillibles et irréprochables. Et on ne peut pas toujours être en empathie avec nos enfants, que ce soit dans le cadre de l'école ou que ce soit dans le cadre familial. Et quand on a envie, j'emprunte cet exemple à Thomas d'Anzembourg que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit quand on a envie de faire un sport, d'apprendre un sport, on va se donner du temps, on va aller aux entraînements, peut-être toutes les semaines, on va peut-être même y mettre un petit peu de budget. En tout cas, si on a envie de développer nos compétences là-dedans, on va se donner les moyens de le faire. Et c'est bizarre, pour l'empathie, on se donne rarement les moyens de le faire. Et pourtant, comme n'importe quel sport ou comme n'importe quelle compétence, ça se travaille. Ça se travaille et ça se développe. J'ai imaginé une fois, j'avais une copine qui me disait « ouais, l'empathie, moi, j'y arrive pas, et puis mes enfants, j'ai envie de les balancer par les fenêtres », ce qui arrive à tout le monde. J'ai eu cette idée de me dire finalement, l'empathie, c'est comme si ça grandissait aussi à l'intérieur de nous, comme
comme quand on est enfant et qu'on grandit. Quand on est dans l'enfance de l'empathie, on est plutôt dans la résonance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on voit ce que l'autre ressent et puis on le ressent nous-mêmes. Et c'est difficile de prendre de la distance dans ces moments-là, par exemple. L'enfant est en colère et je vais sentir la colère qui est contagieuse et qui vient là à l'intérieur de mon corps et je me sens en colère de la même façon que lui. Et puis après, on pourrait parler d'adolescence de l'empathie, où là je commence à pouvoir effectivement accueillir l'émotion, le ressenti des enfants, mais j'ai encore vraiment besoin d'exprimer aussi moi comment je me sens et un besoin pressant d'être entendu, d'être reconnu aussi. Et puis après, il y a l'âge adulte de l'empathie. Là, je commence à avoir un petit peu plus expérimenté. J'ai avancé dans mon apprentissage. Et quand je suis un adulte de l'empathie, je suis capable d'écouter, d'accueillir une émotion en plaçant ma propre émotion, moi, en retrait. Il y a peut-être aussi même une vieillesse de l'empathie, où là, carrément, je suis mon message. Et tel que tu es le bienvenu en toutes circonstances. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend comme on apprend un sport, ça s'apprend comme on apprend n'importe quel apprentissage. Donc parfois, dans cet apprentissage, il y a des hauts et des bas, parfois c'est difficile, parfois on oublie, et parfois je ne suis pas capable de l'être, et parfois j'ai envie mais je n'y arrive pas. Et je suis humain et c'est normal. Et c'est important aussi là-dedans de se considérer avec douceur. Et qu'on n'y arrive pas, ça fait partie de notre humanité. Donc c'est important par rapport à ça de ne pas s'accuser, de ne pas se dire « Ah, je suis nulle, j'y arriverai jamais ». Juste, tranquillement, d'installer la pratique. Je vous ai parlé à l'instant de Thomas d'Anzembourg, qui est ce monsieur-là, qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui est venu nous faire une conférence à Bordeaux. Thomas d'Anzembourg, sur YouTube, poste pas mal de vidéos. Et personnellement, je trouve que c'est quelqu'un, moi en tout cas, auprès de qui j'apprends beaucoup. C'est quelqu'un qui a été formé à la communication non violente par Marshall Rosenberg et qui aujourd'hui est vraiment dans ce rapport-là aux êtres humains. Il est accompagnant en relations humaines. Et par exemple, le fait d'aller écouter ces conférences. Alors ces conférences, c'est 2 heures, faut avoir un petit peu de temps. Mais prendre un temps pour soi, se mettre un bon casque et aller écouter une conférence, ça va nous apprendre aussi petit à petit à aller voir qu'est-ce qui m'empêche d'être empathique, à faire baisser aussi certaines barrières au bout d'un moment, et puis en tout cas développer notre capacité à l'être. Je trouve aussi personnellement que des lectures comme le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, Vivre heureux avec son enfant de Catherine Guéguen, c'est vraiment des bouquins qui vont nous aider à développer notre posture empathique. Cela dit, l'empathie, des fois, on peut savoir comment ça marche intellectuellement, mais il ne suffit pas de le savoir. C'est comme la méditation. Hein. Je sais ce que c'est la méditation, ok, je sais comment ça marche. Si j'en fais pas, j'aurai aucun effet. L'empathie, c'est pareil. Ça demande vraiment de s'exercer, et du coup, ça demande du temps. C'est un apprentissage, et ça demande d'être doux avec soi-même, parce que les apprentissages comportent aussi des échecs qui nous aident à mieux avancer. Donc, cette relation de qualité avec l'adulte par l'empathie va aider le cerveau reptilien et le cerveau limbique à fonctionner dans un état un peu plus tranquille. Et du coup, l'amygdale va moins souvent s'enflammer et couper les circuits. Donc, le développement du cerveau va pouvoir se faire de manière plus harmonieuse. Dans la qualité de la relation à l'adulte, il y a aussi ce que je vais appeler le renforcement positif et le compliment descriptif. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Le renforcement positif, j'aimerais faire cette proposition à tous les enseignants de France, de supprimer leur crayon rouge et d'opter pour un crayon vert. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire
Au lieu de regarder toujours ce qui ne va pas ou ce qui n'est pas fait correctement, de regarder tout ce qui va bien, tout ce qui a été fait correctement. J'ai eu une fois l'écho du témoignage d'une prof d'anglais qui se désespérait d'une élève. Elle devait avoir à peu près 2 ou 3 sur 20. Et en travaillant sur ce renforcement positif, elle s'est rendue compte que cette élève, malgré ses difficultés en anglais, venait en cours, rendait sa copie. Et que sur sa copie, certes, pour l'instant, il y avait 3 connaissances, mais elles y étaient. Et donc, elle s'est mise à noter ça. Je vois que tu es venue en cours, je vois que tu as rendu la copie, ce qui est quand même ce qui montre du courage. Et je vois que ça et ça et ça, c'est acquis. Ça, je ne sais pas si vous le sentez, mais à l'intérieur de nous, ça fait waouh. Ça fait que c'est quand même vachement plus agréable de me montrer ce qui est acquis ou en cours d'acquisition plutôt que de me montrer tout ce qui ne va pas. Parce que si on me montre tout ce qui ne va pas et qu'il y en a beaucoup, je vais être découragée. Alors que si on me montre ce qui va, là, ça va me donner du courage pour aller passer la marche d'après. En réalité, si on prend un petit peu de recul par rapport aux paroles qu'on est en train de dire dans ce moment-là, on est en train de porter un jugement. Un jugement, alors c'est pas négatif, c'est simplement, je suis en train de donner mon avis sur toi, sur ta production, mais finalement, je suis en train de parler de moi, depuis ma colline, avec mon point de vue sur toi. Donc je suis un petit peu au-dessus de toi, comme ça, et je te dis, ah oui, dans mon échelle de valeur, c'est bien. Or, si derrière, un autre adulte passe et dit, oui, en fait, elle est gentille, mais c'est pas si bien que ça. Qui est-ce que je vais croire ? Alors, pour que ma parole soit efficace, pour qu'elle ne puisse pas être niée par un autre jugeant, je vais pouvoir décrire ce qui a été fait. Donc, vous avez un exemple ici, même s'il n'est pas lisible. Par exemple, à la maison, non, il n'est vraiment pas lisible. Le papa décrit un dessin et dit, ah oui, je vois que tu as su représenter le ciel, la lune, les étoiles, tu as mis du bleu foncé et puis du jaune là pour ces étoiles, on dirait qu'elles brillent. Et là, l'enfant va pouvoir se dire, oui, c'est effectivement ça que j'ai fait. Et t'as vu, j'ai utilisé vraiment ce jaune là parce que je le trouvais particulièrement brillant. Ok. Et là, l'enfant va se sentir valorisé. Parce que ce qu'il a fait, par exemple un dessin, il l'a fait. Et il n'y a personne derrière qui pourra dire « mais non, ça tu l'as pas fait » ou porter un jugement dessus. Le compliment descriptif, c'est vraiment parler des actions, décrire ce qui a été fait et valoriser ce qui a été fait. Alors ça n'empêche pas qu'on peut donner son avis. Oh, je trouve vraiment très très beau ton dessin. Mais au moment où je dis ça, je parle en je. Je dis pas « il est super beau ». Ce que quelqu'un pourrait démonter derrière en disant « attends, excuse-moi, mais ton dessin est vraiment pas terrible, quoi ». Non, quand je dis « moi, je le trouve vraiment beau », ça me fait chaud au cœur, là, quand je le regarde. Je suis en train de donner mon avis, mais je suis aussi en train de dire que je donne mon avis. Je n'en fais pas la vérité vraie. C'est tout à fait différent. Et cette façon-là de complimenter l'enfant, donc qui peut fonctionner vraiment à l'école comme à la maison, je suis vraiment désolée pour les exemples qui ne sont pas lisibles. J'aime bien celui de la petite fille aussi, là-haut, donc pour remplacer la critique. Au lieu de regarder ce qui ne va pas et de toujours souligner ce qui ne va pas, genre la maman qui dit « non mais regarde ta coiffure, c'est une vraie catastrophe. Et t'as pas encore mis tes chaussures, dépêche-toi, tu veux qu'on arrive en retard ou quoi ?» Là, la petite, elle va se dire « de toute façon, je ne fais jamais rien de bien. » Au lieu de ça, la maman peut dire « regarde, tu es presque tout habillée, chemisier propre, chaussettes, pantalon assortis, il reste juste les chaussures, les cheveux, et on peut y aller. » Décrire ce qui a été fait
et puis éventuellement dire ce qui reste à faire. Et là, en tant qu'enfant, j'ai le mode d'emploi. J'ai été valorisée pour ce qui a été fait, et puis, hop, je sais ce qui reste à faire. Et dans ces cas-là, en plus, la coopération est bien plus efficace que quand je vais porter un jugement ou dévaloriser l'enfant. Donc cette façon-là de complimenter, le compliment descriptif, va être extrêmement bénéfique pour la qualité de la relation entre l'adulte et l'enfant et va vraiment établir une relation non seulement de confiance, mais aussi ça va contribuer fortement au développement de l'estime de soi. Et puis encore une fois, dans ces moments-là, je suis dans une tranquillité émotionnelle, je ne me sens pas agressée émotionnellement, ce qui va faire que je vais pouvoir réfléchir là à ce qui reste à faire. Ah oui, tu m'as dit les chaussures et les cheveux, c'est bon, je m'en occupe et on y va. Mais tu ne m'as pas fait disjoncter mon cerveau en m'accusant ou en me faisant des reproches ou des menaces. Donc ça peut nous aider énormément. Et puis enfin, dans la qualité de la relation à l'enfant, alors je vous ai mis aussi la responsabilisation, ce qui, même dans les toutes petites classes, est vraiment extrêmement bénéfique. Et même avec les enfants petits à la maison, plus je vais leur donner des capacités, des responsabilités, bien sûr, à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire, mais plus ils vont sentir qu'ils peuvent prendre confiance en eux. Et des fois, il y a des tout petits qui sont capables de se servir de l'eau avec un pichet même un petit peu lourd. Et plus je vais le laisser faire, alors oui, peut-être que des fois, ça va se renverser un petit peu. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça peut aussi ne pas être grave. On va chercher l'éponge et on nettoie. Mais plus je vais laisser l'enfant prendre des responsabilisations, et plus il va se sentir valorisé. Et donc, plus il va avoir aussi envie de développer ses compétences et ses apprentissages. La dernière notion que j'ai abordée dans cette notion de qualité dans la relation avec les adultes, c'est la question des étiquettes. Alors les étiquettes, c'est quoi? C'est quand on dit d'un enfant, il est bavard, il est incapable, il est maladroit, il est... Non, je ne vais pas dire de gros mots. Je pensais hyperactif. Qui est une réalité, mais aussi parfois une étiquette. C'est toutes ces caractéristiques-là dont on dit que ce sont des traits de caractère des enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé du développement du cerveau et du fait que le cerveau des petits est immature. La partie dont on a parlé tout à l'heure, le cortex, là où il y a toute mon intelligence, ma résolution de problèmes, une partie de ma mémoire aussi, cette partie-là du cerveau, elle est mature aux alentours de 25 ans. Et avant cet âge-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas non plus vraiment de traits de caractère. Certes, il va y avoir des tendances chez les enfants, mais la plupart du temps, les tendances sont vraiment le résultat du comportement qu'on a avec eux. Et je dis ça, c'est pas pour nous accuser de mal agir, mais simplement, parfois, en changeant, notre regard sur les enfants, tout à coup, ils deviennent différents. Cette histoire du regard, elle est vraiment, vraiment importante. Et il arrive assez régulièrement qu'on voit les enfants avec une sorte de paire de lunettes rouges qui nous fait voir les choses de manière déformée parce qu'à force de vivre au quotidien avec eux, on a repéré des situations récurrentes. Et donc, on est tellement persuadé que ça va arriver qu'en fait, ça arrive. Ce qu'on peut aussi observer, c'est que quand on prend un petit peu de distance par rapport à ça, on voit aussi qu'on conditionne la situation de manière à ce que ça arrive. Bref, ça c'est une expérience à faire dans la vie, je vous invite à la faire si vous pouvez avoir l'occasion. Et avoir cette notion-là, ou cette envie-là, de décoller l'étiquette des enfants, ça peut les aider simplement à sortir de conditionnements qui font que pour nous aussi, la relation n'est pas vraiment agréable. Alors comment on fait pour décoller une étiquette? Franchement, c'est pas facile et ça prend du temps parce qu'on est tellement persuadé qu'ils sont comme ça que c'est difficile de changer de regard.
c'est comme l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Alors, pour cesser d'enfermer un enfant dans une étiquette, d'abord, il faut que je la repère, que je me dise, ah oui, c'est vrai, je pense de lui qu'il est particulièrement maladroit. Et puis, je vais changer ma focale. Ce que j'appelle vraiment changer de focale, ça va être regarder toutes les fois où il n'est pas comme ça et les verbaliser. Donc, lui décrire, je vous ai parlé du compliment descriptif à l'instant, décrire ce que je vois. Ah, je vois que tu as su verser de l'eau jusqu'en haut du verre sans en renverser. Ça, c'est faire preuve d'habileté. Et je vais comme ça montrer à l'enfant toutes les fois où il n'est pas son étiquette. Et puis en même temps, je vais me le montrer à moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, on a une pensée déformée sur les choses. Quand on est tellement persuadé qu'un enfant va être d'une façon, on le voit toujours comme ça. Et pour nous aussi, de repérer tous les moments où il n'est pas comme ça, ça va déconditionner mon cerveau. Et je vais me dire, ah oui, non mais au final, je le voyais toujours comme ça, alors qu'il n'est pas toujours comme ça. Il y a plein de fois où il ne l'est pas, mais sauf que je ne les voyais pas. Donc je décris les faits avec un petit compliment descriptif. Et puis je répands l'information auprès de lui et autour de lui, parce que les enfants ont vite fait aussi de se coller eux-mêmes les étiquettes, et donc d'intégrer le fait qu'ils peuvent être comme ça ou comme ça. Donc cette aptitude, alors je ne dis pas que c'est facile, hein. Franchement, je partage avec vous le fait que c'est difficile, mais cette aptitude à voir un enfant comme si c'était le premier jour, comme si on le découvrait, et lui laisser la possibilité d'être tout neuf, mais ça va nous aider aussi. Lui, ça va vraiment l'aider à pouvoir développer son potentiel. Le potentiel, il est tellement plus large que ce qu'on imagine, que si nous, on l'a conditionné comme ça dans une étiquette, dans une boîte, ça va être difficile pour lui d'aller être autre chose. Donc, en déconditionnant comme ça cette relation et en sortant de cette étiquette, je vais pouvoir lui permettre, encore une fois, vraiment de développer des potentiels que même moi, je n'avais pas imaginés. Une autre chose qui va avoir un impact sur justement ce développement harmonieux du cerveau, ça va être la qualité du climat de classe. Alors, je parle ici du climat de classe, mais c'est la même chose pour le climat à la maison. Plus le climat de classe va être apaisant et plus l'enfant va pouvoir être dans cette sécurité émotionnelle qui va lui permettre de développer ses capacités d'apprentissage. Dans cette tranquillité, alors que ce soit vraiment en classe ou à la maison, avec nos tout petits, une chose qui est vraiment importante, ce sont les routines. Les choses qu'on fait régulièrement et qui sont identifiées pour les enfants. La notion de temps, se rendre compte du temps, n'est pas du tout présente chez les petits. Et elle va commencer à s'installer vers 6-7 ans. Avant ça, les enfants ont la notion de avant et après, mais ils n'ont pas la notion que nous, on a de cet écoulement du temps. Donc les routines, ça va vraiment nous aider à les ancrer dans le temps et à leur permettre aussi de répondre à un certain nombre de nos attentes. Parmi les choses aussi qui vont vraiment améliorer un climat de classe et encore une fois aussi un climat familial, il y a la musique. Alors la musique, on n'y pense pas tout le temps. C'est vrai que moi aujourd'hui, je connais des profs même des profs de collège, qui introduisent vraiment la musique dans les heures de cours, parce que la musique va nous permettre de changer d'état émotionnel, et que même en fonction de la musique qu'on va faire écouter aux enfants, et en particulier en fonction de la pulsation, ça va avoir un impact sur le rythme cardiaque. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, le rythme cardiaque se cale sur la pulsation musicale. Et que donc, si on va mettre une musique à une pulsation plus lente, on va pouvoir vraiment diminuer le rythme cardiaque et donc l'excitation. J'ai connu un moment comme ça, une enseignante qui, quand elle sentait qu'il y avait un petit peu de chahut là, qui commençait dans la classe,
Elle proposait aux enfants de mettre les mains sur les tables et de se mettre comme ça, front sur les mains, et elle leur mettait du Vivaldi. Et du coup, alors les enfants connaissaient Vivaldi à fond, et vraiment, ça les apaisait, et hop, elles pouvaient reprendre et repartir dans d'autres apprentissages. Et les enfants pouvaient vraiment mesurer, ils voyaient bien l'effet que ça avait sur eux, et ils pouvaient vraiment mesurer que ça permettait de repartir. Donc un rituel aussi qui s'était installé par rapport à ça. Les comptines aussi. C'est pareil, une fois j'ai visité une classe et le matin, la maîtresse accueillait les élèves. La porte était ouverte, donc elle ne leur demandait pas de rentrer tous en même temps, mais ils rentraient comme ça au fur et à mesure du moment où ils arrivaient. Et une fois que tout le monde était rentré dans la classe, elle avait une petite comptine du matin avec un rituel qui permettait à chacun d'aller se mettre à l'activité sur laquelle il allait se mettre. Et moi, j'avais trouvé ça assez... déjà, c'était joyeux. Et puis, ça permettait aux enfants de se poser dans un certain rythme et de pouvoir vraiment rentrer dans les apprentissages de manière ouverte. Donc bon, je n'apprends rien aux enseignants avec le fait que les comptines aident. Je sais que la plupart des enseignants de maternelle l'utilisent abondamment et je trouve ça super. Alors, le travail en groupe, l'autonomie sont des choses aussi qui vont favoriser ce climat apaisé. Et puis, on parle aussi pas mal du rythme. Alors, le rythme, moi, c'est une question que je me suis posée très tôt avec les enfants. Le respect du rythme des enfants, c'est quelque chose de pas forcément facile. Les enfants ont des rythmes extrêmement différents les uns les autres, et quand on a une classe, c'est moins facile que quand on a une famille. Néanmoins, il existe quand même aujourd'hui des dispositifs dans l'enseignement qui permettent aux enfants de se caler un petit peu plus sur leur propre rythme. Et un enfant, en fait, qui reste dans son rythme, notamment dans son rythme d'apprentissage. Il y a des enfants, par exemple, ils apprennent super vite. Et ces enfants-là, si on ne leur laisse pas la possibilité d'apprendre effectivement à leur rythme, au bout d'un moment, ils vont s'arrêter d'apprendre. Il y a des enfants qui, au contraire, ont besoin de plus de temps, ont besoin d'intégrer. Et même si j'ai vraiment conscience que c'est difficile de respecter ces rythmes-là, il y a quand même quelques possibilités pour s'en rapprocher. Et pour l'avoir expérimenté, je trouve ça extrêmement bénéfique. Il y a par exemple à Bordeaux, il y a un collège, alors on n'est pas chez les petits, il y a un collège qui s'appelle un collège sans classe qui a décloisonné en fait les classes et qui prend les enfants à leur niveau scolaire dans chacune des matières et non pas en fonction de leur âge. Et ils peuvent avancer à leur rythme. C'est-à-dire que si à la moitié de l'année, on se rend compte qu'en fait, là, tu t'es déjà enfilé tout le programme de 5e et que tu es arrivé au niveau 4e, eh bien ok, tu passes au niveau 4e, même si c'est en cours d'année. Et ce respect-là du rythme des enfants, ça fait qu'ils restent en fait dans la joie de l'apprentissage. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à décloisonner de cette façon-là, mais simplement avoir quand même cette notion-là que les enfants qui restent dans leur bon rythme, dans leur bon timing d'apprentissage, vont garder vraiment ce goût d'apprendre, en fait, cette joie. Les tout petits, ils ont une joie d'apprendre, c'est extraordinaire. Et de pouvoir rester au plus près de ce rythme, alors ça demande des fois des aménagements, ça fait qu'on conserve cette petite flamme-là. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, dernière chose par rapport au climat, alors climat de classe, mais aussi vraiment climat de maison, la punition et le coin. Alors, il y a encore des endroits, des écoles et des maisons où en fait on pratique la punition et en même temps, mais je comprends complètement qu'on puisse être débordé et que des fois par rapport à des comportements des enfants, on n'en peut plus et qu'on soit tenté de les punir. Il n'est vraiment pas question pour moi ici de blâmer qui que ce soit. Simplement, la punition,
elle a un effet aussi sur le cerveau qui va faire qu'au lieu d'apaiser mon cerveau pour que je puisse reprendre le contrôle de la situation, la plupart du temps, ça va au contraire accentuer l'émotion qui est en train de me terrasser. Et en tout cas, ça ne va pas forcément jouer sur ma motivation. Alors, il y a plusieurs personnes qui expérimentent des choses nouvelles par rapport à la punition. Et au lieu d'avoir une chaise du vilain ou le coin, ou des choses comme ça, ça se met en place dans plusieurs endroits, le coin de retour au calme. Le coin de retour au calme, c'est quand on a compris justement que le cerveau, il a besoin, pour pouvoir reconnecter, d'un contexte émotionnel apaisant, qu'il a besoin de quelque chose de chaleureux, de quelque chose d'enveloppant, pour pouvoir redescendre. Alors, des coins de retour au calme, je vous en ai mis quelques-uns. Ici, on a le Peace Corner. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des espaces avec de la douceur, avec de la couleur, avec des matériaux et une situation qui va permettre à l'enfant de faire poser son émotion. On est vraiment dans tout l'inverse de la punition qui, au contraire, va aiguiser l'émotion toxique. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a celui-là que je trouvais vraiment joli, celui-là aussi avec la petite tente au-dessus là, qui permet vraiment d'avoir un coin cocon. Et puis, je vous ai mis aussi, je vous ai parlé de Sylvia Zebrook tout à l'heure par rapport au respect. Sylvia Zebrook a mis en place quelque chose qui s'appelle l'infirmerie à émotion, qui est assez intéressant comme concept pour permettre aux enfants d'apprivoiser leurs émotions au fur et à mesure. Et notamment, donc, elle a mis en place le bureau de Max. Donc, le bureau de Max, c'est ce petit espace comme ça avec Max qui a un nounours toujours disponible, contrairement aux adultes. On ne l'est pas et c'est normal, je veux dire, des fois on a des trucs à faire. Il a un stéthoscope parce que des fois le stéthoscope ça sert à aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Et puis voilà, les petites chaises et de la verdure, même si c'est de la fausse verdure, parce que notre cerveau humain est très sensible à la verdure et la verdure aussi contribue à l'apaiser. Donc ces petits coins aussi pour nous rappeler que dans les moments les plus difficiles, les enfants n'ont pas besoin d'être stigmatisés, punis ou critiqués, mais ils ont besoin de ce retour au calme pour pouvoir vraiment se restaurer, conserver une relation de qualité avec les adultes et faire redescendre leurs émotions pour pouvoir à nouveau disposer de leur cerveau. J'aime bien me dire ça, que comme dans un jardin, il sera plus facile de faire pousser des belles plantes si on prend soin de la terre, si on prend soin vraiment de ce contexte familial, de ce contexte de classe qui va permettre une sérénité relative au niveau émotionnel pour que justement les cerveaux de nos petits bouts là, puissent vraiment se développer pleinement. Il y a cette image aussi que j'aime bien, parfois on parle alors au niveau des parents jardiniers et des parents potiers. Les parents potiers qui font de la poterie, ça serait ceux qui voudraient façonner l'enfant à leur façon pour avoir un résultat tel que eux l'ont envisagé, ce qui la plupart du temps marche moyennement bien. Et puis il y a les parents jardiniers qui vont, il y a une graine qui a poussé et pour que cette plante puisse s'épanouir, qui vont lui donner le contexte favorable, travailler le sol, arroser. Et puis, sachant quand même que quand on plante une pastèque, on n'aura pas un rosier. Et que donc, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir, façonner l'enfant pour qu'il soit absolument différent de ce qu'il est. Donc, l'accepter aussi comme il est, avec ses spécificités. Et Dieu sait que les spécificités des enfants, c'est vraiment d'énormes richesses. Je vous ai parlé tout à l'heure d'espaces où il est possible d'apprendre, où nous aussi, c'est pas parce qu'on est grand qu'on n'a plus rien à apprendre. Et apprendre justement ces compétences relationnelles, apprendre à pouvoir développer notre empathie,
apprendre à pouvoir, je sais pas moi, s'entraîner à faire un compliment descriptif, à décoller les étiquettes des enfants, apprendre justement tout ce qui permet d'être dans des relations tant soit peu harmonieuses. Ça ne veut pas dire encore une fois que tout est bien, qu'on est super zen et qu'on s'énerve jamais. C'est vraiment pas ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui la bienveillance, des fois il y a une grosse erreur sur ce mot-là, parce que ça véhicule l'idée que quand on est un parent bienveillant, on est toujours super zen. Non, pas du tout. La bienveillance, ça commence par soi, et ça commence aussi par de l'auto-empathie, c'est-à-dire de s'accepter comme on est, là où on en est, aussi avec nos possibilités de progresser. Donc il y a des endroits où on peut apprendre. Moi, j'ai appris avec notamment Gervais Sirois et Sylvie Dubé. Le CEDEP est un centre d'études de développement pédagogique qui est au Québec. Cela dit, ils viennent très souvent à Bordeaux. Moi, je les ai connus à Paris, mais ils viennent assez souvent à Bordeaux. Ils adorent Bordeaux et la librairie Mola en particulier. Et donc, ils ont une formation qui s'appelle Cerveau et Apprentissage, que personnellement j'ai vraiment trouvé intéressante et qui nous amène dans cette compréhension. Il y a aussi l'association Déclic Communication non violente au service de l'éducation, qui fait un travail de pratique de communication non violente à l'école. Et puis, comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a pas mal d'espaces dans lesquels nous aussi, grandes personnes, on peut venir apprendre. Et bien sûr, l'espace que je propose, avec des ateliers, des conférences et des stages et tout ça, est aussi un espace dans lequel on peut continuer à apprendre, à s'entraîner, à développer nos compétences relationnelles et de communication. Voilà. Merci.